Alors, ces œuvres parlent d'elles-mêmes, c'est un Gamalieu autour de ce personnage aujourd'hui, c'est pratiquement un mythe, c'est toute une vitrine, tout un espoir. Certains Ivoiriens parlent de l'espoir qui s'en est allé avec Ahmed Bakayoko, puisque le pays n'est toujours pas véritablement pacifié. Le pays est entre deux feux. D'une part, c'est un qui menaçait de mettre en péril l'élection présidentielle dernière. Et d'après ces acteurs politiques, Mbak aura joué au peser tout son poids pour que finalement cette élection se tienne dans de meilleures conditions. Oui, c'est une grande perte. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et surtout pour le Cameroun. Vous savez, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont un peu comme des frères jumeaux. Les deux scènes politiques sont presque similaires. Mbak représentait l'espoir pour les jeunes Ivoiriens, 56 ans, c'est jeune, au vu des présidents que nous avons au pouvoir qui ont plus de 76, voire 80, presque 90 ans. Est-ce qu'il était président? J'ai dit au vu des hommes politiques que nous avons à la tête de nos États, Mbak représentait un espoir dans la mesure où il était vu comme le dauphin naturel du président Ouattara. Alors, de ce côté, nous, politiciens camerounais, opposants, c'est une perte, c'est une grande perte, puisque c'est un homme de consensus, c'est un homme qui a préparé avec le président Laurent Gbagbo son retour en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pouvait transcender les clivages. Gbagbo était un adversaire politique dont il a participé à l'arrestation, mais une fois que Gbagbo a été innocenté par la Cour pénale internationale, il est rentré en contact avec M. Laurent Gbagbo pour organiser son retour en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est un homme de paix. Et aujourd'hui, je suis très surpris sur Camerounais de voir des gens qui célèbrent sa mort. Comment est-ce qu'on peut célébrer la mort d'un être humain? Quand un être humain décède, on doit retenir de lui ce qu'il a fait de bien. Et je pense que ce monsieur dans la crise ivoirienne, son nom n'a jamais été cité dans les massacres, dans les assassinats et autres. Ça a été évidemment un homme politique, un homme de paix. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que reste une piste que ça va. Reste une piste, que son âme repose donc en paix. Président Biao, c'est une bagarre politique malheureuse ou alors simplement la justice divine qui s'abat sur la Côte d'Ivoire? Bagarre politique, justice divine, bon, je ne crois pas, il est mort de cancer. Il est mort de cancer et... Mort de cancer, mais 24 heures avant, peut-être même... Il y a des supputations qui disent que finalement en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara avait reçu l'information que Ahmed Bakayoko était décédé depuis la journée de lundi. Mardi, il a procédé au remplacement de ce dernier. Et mercredi, il a officiellement donc décidé d'annoncer son décès. Bon, c'est une séquence qui peut se justifier, évidemment, compte tenu quand même des responsabilités qu'il avait. Encore qu'il faut s'assurer effectivement que tels sont les faits. Mais vous avez posé une question tout à l'heure en interrogeant l'état d'esprit du Côte d'Ivoire, le président. Oui, moi je voudrais revenir sur ça pour témoigner ma solidarité au peuple ivoirien. Parce qu'en fait, il est peut-être mort de cancer, mais perdre deux chefs de gouvernement en l'espace de 8 mois, c'est quand même un peu dramatique. Je crois que ça peut... Surtout que le remplaçant et on voit comment les esprits faibles vont dans tous les sens pour essayer d'expliquer ça. Mais je crois que ce qu'on peut retenir de mon point de vue, c'est que avant, vous savez, avant, quand on était un peu plus jeune, on pensait que le cancer c'était la maladie des autres, la maladie des blancs. C'est ça. Donc, je pense qu'effectivement, de plus en plus dans nos pays, il faut qu'on puisse avoir des plans anti-cancer. On essaie de voir exactement comme... Parce qu'en fait, 56 ans, il est mort à 56 ans. C'est relativement jeune. Donc, on arrive encore à avoir dans nos pays des espérances de vie de l'ordre de 50 ans. 50 ans, c'est pas normal. Donc, il faut qu'on arrive effectivement à travailler contre des maladies comme le cancer qui déciment nos populations. On n'a peut-être pas le moyen de diagnostiquer parce que... vous voyez, c'est pas facile pour les pauvres populations d'aller se faire diagnostiquer dans les hôpitaux et même dans certains, vous allez voir que le plateau technique ne permet pas ce type de diagnostic. Mais c'est pour ça que moi je pense que il faut, si on veut vraiment travailler pour la préservation de la vie, parce que quand on s'engage en politique, c'est pour préserver les vies, il faut que de plus en plus dans nos pays, qu'on essaie d'élaborer des plans anti-cancer pour effectivement
essayer de gagner quelques années de plus par rapport à l'espérance de vie. C'est vraiment ce que je peux dire par rapport à ça. Sinon, on ne peut que s'incliner et rendre hommage au chef du gouvernement de la République. Merci beaucoup à vous tous, messieurs. C'était le Zappy. C'est 3 minutes pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir participé à cette première thématique. Je rappelle que l'émission se veut être interactive. 696 1403 à 12. C'est l'un des codes d'accès. LTM TV officiel. C'est le second. Ce sont les espaces à partir desquels les téléspectateurs à la maison peuvent également donner leur point de vue sur les questions pour dans le cadre du débat. Nous ouvrons l'une des thématiques phares de cet après-midi, notamment la session parlementaire du mois de mars. Abdelaziz, vous qui avez un pied ou des yeux ou même des oreilles à l'Assemblée nationale, comment ça se passe? Tout semble être lancé. Le cri de cœur des parlementaires est-il ou a-t-il été entendu par les populations aujourd'hui au lancement de cette session du mois de mars? Je ne sais pas de quel cri de cœur vous parlez, mais je pense que c'est une rentrée parlementaire qui est premièrement pour constituer un bureau pour l'année en cours, l'année 2021. Et après avoir construit le bureau, je pense que les députés entreront le plein feu dans les problèmes qui sont les plus urgents actuellement, notamment l'affaire de vaccination, l'affaire de Covid-19 et tout ce qui peut tourner autour. Donc, c'est une rentrée parlementaire, comme je l'ai déjà dit. Ils vont construire le bureau et le travail parlementaire va commencer. Alors, M. Kamelieu, est-ce qu'il y a véritablement un enjeu autour d'une session de mars ou doit-on se départir de la session de mars puisque elle ne représente pas véritablement un enjeu? Ça peut être un point de vue. D'ailleurs, les points de vue sont suffisamment divergents autour de la session de mars. Je pense qu'il vaudrait mieux davantage attendre la session de juin plutôt que de parler d'une session du mois de mars. Enjeu, on peut parler d'enjeu parce qu'il y a vraiment des niveaux dans les chambres. Quand on dit le mois de niveaux, ça veut dire peut-être de redistribution d'État. Mais moi je pense qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu, puisque l'enjeu serait majeur si le siège du CIU Kavaï était peut-être menacé, ou alors celui du président Niak, c'est pas le cas. Bref, nous assistons, nous sommes dans nous vivons dans un conservatisme, nous avons pouvoir de conservateurs qui aimeraient que leur État nous reste le même, qui sont anti-progressistes généralement. Si à l'issue de cette session qui est ordinaire, si à l'issue de cette session, au renouvellement, on nous disait oui, on a un nouveau président de l'Assemblée nationale qui est un jeune du RDPC, par exemple, qui est parti là. Là, ça devait impulser un certain changement. Les gens devaient essayer de regarder, mais là, il dit, les choses peuvent bouger. Mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Et nous avons déjà précisé que le président n'était pas l'ouverture. L'ouverture, ce n'était pas le dernier âge. Le 102 ans qui est actif, le Québec. Vous voyez que c'est un système qui est, je peux dire, excusez-moi le mot, est constipé et qui sera davantage constipé. S'il n'y a pas le mouvement, si les personnes assez compétentes de Fichidon ne prennent pas la main, d'aussitôt. Alors, M. Blanc, y a-t-il lieu de penser qu'il y aura ou qu'il pourrait avoir une redistribution des cas autour de cette session du mois de mars? Non. Je crois qu'il y a certains cabinets qui rêvent de ne plus voir le 13 novembre pareil au perchoir de l'Assemblée nationale. Et de la même manière, il y a des compatriotes qui ont peut-être des raisons de penser que M. Niak devrait passer la main. Mais en vérité, on voit exactement la configuration de l'Assemblée nationale. C'est quelle configuration? Non, avec le RDPC qui est ultra majoritaire, auquel il faut d'ailleurs ajouter des alliés. Voilà, donc je pense que qu'on prenne une personne, notamment du RDPC à la place de M. Kavaï, ça ne va rien changer. Il va sans dire que ça ne va rien changer. J'ai suivi le discours, enfin sinon j'ai lu le discours de la doyenne d'âge. À un moment donné, j'ai pensé que c'était le Premier ministre qui avait écrit ce discours. On a l'Assemblée nationale qui est toujours là à la remorque du gouvernement. Pas d'esprit critique, pas d'esprit dans le contrôle de la session. En fait, donc moi je pense la session de moi, c'est une session vraiment pour renouveler le bureau qui
au fond, ne sert à rien, parce qu'en même temps, il faut peut-être dire aux Camerounais que si on doit renouveler le bureau chaque année, c'est une manière aussi pour les exécutifs de fragiliser le Parlement, parce que je ne sais pas pourquoi on ne lirait pas un président sur la durée, sur les 5 ans de la mandature. Donc, on perd le temps au Cameroun en réalité. L'Assemblée avant, c'était les acclamations. Maintenant, toutes les acclamations, il y a des certificats, il n'y a rien là. Il n'y a rien à l'Assemblée nationale, il n'y a rien à l'Assemblée nationale au cours de cette session parlementaire du mois de mars. C'est le point de vue de M. Bilan, c'est le président national du mouvement réformateur. Depuis que vous avez eu des sessions de parlement, dites-moi, qu'est-ce que ça va changer sur le plat de coquille que mange Gao au quartier? Ce folklore est renouvelé, la messe est dite depuis longtemps. Moi, je n'entends rien de ça. En réalité, vous parlez d'enjeux. C'est d'être un peu moins pessimiste. Tout le monde est particulièrement pessimiste sur la session du mandat. Je dis ceci. Nous avons cette question se répéter. Quelle est la répercussion sur le niveau de vie du citoyen lambda dans un quartier populaire d'une grande ville de la République ou chez le paysan? Il y a des changes. En réalité, tout à l'heure, il y avait un système qui est fossilisé, avec des éléphants qui continuent de se noyer au détriment d'une grande majorité. En réalité, ça n'intéresse personne, ce folklore. C'est un folklore. C'est tout. Maintenant, on est en plein dans le folklore. C'est le point de vue du Manigan. Je peux dire simplement que je suis entouré des hommes politiques qui n'ont pas encore eu la chance de diriger. Et je comprends parfaitement. Vous savez, la session ordinaire, cette session qui est une session de choix, et pour l'exécutif, pour celui qui dirige le pays, c'est le moment phare des grands équilibres politiques. Je comprends le SDF, je comprends Manidem, je comprends le jeune du PCN et je comprends le président. C'est parce qu'ils n'ont pas la chance d'être à l'exécutif. Si nous restons dans la composition sociale des grands équilibres politiques, le Grand Nord porte l'Assemblée nationale derrière le très grand homme Kabaye Djibril. Le Grand Ouest porte le Sénat. Donc, s'il y a un glissement vers l'Est, automatiquement il y a un chamboulement au niveau du gouvernement. Donc tout ceci, donc, pour dire simple, c'est l'exécutif, l'homme qui a l'exécutif. Et ce n'est pas question d'âge, mon cher ami. Il y a des gens qui dirigent à plus de 100 ans. Hein. Donc, le Moukete, vous ne pouvez pas lire à 100 ans. Le docteur est là, il vous dira, vous n'avez pas la chance de lire sans lunettes à 100 ans. Donc ça dit qu'il est très en forme. Là, c'est science. Là. Donc, ce n'est pas... Vous comprenez que le président Paul Biya est assis en train de voir quel est l'équilibre qu'il veut donner à la politique aujourd'hui pour les 4 prochaines années. Ça va se décider là. Et comme on a la chance de diriger, c'est lui seul, avec sa cellule très proche, qui pourront faire. Imaginons, ils ont dit que le président de la Haute Chambre n'était pas. Imaginons que la Haute Chambre, à travers les réseaux sociaux, parte dans le sud-ouest, comme il est en train de se dire. Donc automatiquement, le gouvernement va changer. Puisqu'on ne peut pas avoir le président du Sénat dans le sud-ouest et le premier ministre dans le sud-ouest. Donc vous comprenez, c'est quand même un peu... Moi, j'ai parlé des équilibres. Et je dis, si vous étiez de l'exécutif comme moi du RDPC, vous aurez compris ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'enjeu. Je vous dis qu'il y a d'enjeu. Maintenant, je suis en train de présenter l'enjeu. Vous voulez critiquer. Vous critiquez quoi? Donc, je dis donc que le président de la République est assis avec sa cellule pour voir quelle est la configuration qu'il veut donner maintenant dans les grandes représentations, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement de la République. Maintenant, s'il glisse, ça veut dire qu'automatiquement, il y aura un changement. Donc, on ne change pas pour changer. Je le dis. Nous avons la malchance aujourd'hui au Cameroun d'être un pays à variation ethnique très très composée et il faut tenir compte de ces grands équilibres. Permettez, s'il vous plaît, docteur, je viens à vous. Il ne faut pas changer pour changer. Il faut aussi une façon de penser dans la perspective du pays. On ne va pas mettre tout le monde au poste de responsabilité qu'il y a. Il faut davantage donner
aussi à l'expérience. On est dans, il ne faut pas l'oublier aussi, le slogan de campagne du président lors de la dernière élection présidentielle. J'en viens. Quand tu avais fait le débat, enjeu pour qui? Est-ce que c'est pour la clique qui depuis les indépendants possède les Camerounais de leur travail? Donc, pour eux, il peut y avoir un jeu dans la redistribution, dans un cercle très fermé. Et les équilibres pour la redistribution, de cet équilibre que M. Fouchivé parle. Là, je suis d'accord, c'est l'équilibre, mais il ne concerne pas la majorité des Camerounais. Mais cette section concerne les Camerounais. C'est pas il n'est pas budgétaire. Je parle en analyse. Parce qu'on ne parle pas de ces équilibres. Effectivement, ces équilibres se font entre des gens qui sont dans, je prends une expression camerounaise comment utiliser, dans la mangeoire. Effectivement, il y a des forces en jeu qui disent, bon, si on pense au côté, il faut balancer le. Mais je dis, globalement, pour le citoyen lambda, quel enjeu cela a? Mais vous ne le voyez pas, c'est parce que vous ne le dites pas. Non, parce que c'est un débat, on veut comprendre. Et les téléspectateurs doivent comprendre. Ok, est-ce qu'il y a des éléments d'analyse? Vous pouvez me dire, ok, il y a par exemple cet algorithme, si on le prend, si on pense ce critère, on va voir que ceci a eu une influence sur tel critère, cela a eu une influence sur tel critère. Là, on va comprendre. Mais je me pose, C'est vrai, parce qu'on ne peut pas juste parler, par exemple, je dis, ok, par exemple, les décisions qu'on va prendre peuvent avoir une incidence, par exemple, sur la production, sur l'augmentation de produits. Attends, je vais sur l'augmentation Je te donne. le pouvoir d'achat du citoyen. C'est là où moi je veux en venir. Parce que quand vous avez fait le bouleversement, à la fin de l'année, le SMIC ne va pas changer. D'accord. Alors, oui, mais c'est ça, vous ne répondrez pas parce qu'il n'y a que chacun doit avoir un tour de parole. Il faut qu'il n'a même pas de je comprends pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une perspective au regard de la redistribution des cartes? Il va falloir tout de même jouer au cours de cette session parlementaire, même si ça doit pouvoir garantir le suivi dans la gestion des affaires publiques dans les jours et mois à venir. Non, mais on parle déjà d'une redistribution en perspective. Ça veut dire que dans les faits, on n'est même pas là. Et aussi, vous croyez que, je ne sais pas, vous serez surpris. Est-ce que vous serez surpris que lui reste là? Est-ce que vous serez surpris que ces gens-là restent là? Mais c'est pas possible. Mais ça dépend de... Donc je crois que c'est perspective. Et moi je voudrais retenir les propos du docteur Fouchivé qui vient de dire là tout à l'heure. En fait, il me donne raison quand il dit que cette session ne concerne pas les Camerounais. Je l'ai dit. Oui. Vous l'avez dit. Oui, vous venez de le dire. Vous l'avez dit. Qui vient de dire que cette session ne concerne pas les Camerounais? Et en passant, il a très bien décrit la manœuvre clientéliste qu'il y a dans les distributions, les marchands, et tout comme ça. Il a parfaitement décrit la mainmise de l'exécutif sur le Parlement. Et je pense que il dit mais c'est anticonstitutionnel, c'est pas comme ça qu'on le construit. Ça veut dire qu'on parle de la démocratie, on parle de l'indépendance du Parlement, des trois pouvoirs évidemment, le Parlement de la justice, c'est de ça qu'on parle. Vous faites tout pour que l'exécutif garde sa prééminence sur tous les autres pouvoirs. Et vous avez très bien décrit ça, et les Camerounais sont témoins. Les Camerounais sont témoins. Doit-on comprendre les choses de cette manière où on doit pouvoir se dire qu'il y a du travail à l'Assemblée nationale et que les députés réunis à cette session, s'il vous plaît, vont véritablement se consacrer à ce travail? Je pense que le docteur Fouchivé nous a, je peux dire, il nous a donné en télégramme quel est l'esprit qui anime le RDPC durant cette session. Et le RDPC est le seul parti dominant. Il nous a fait comprendre que cette session ordinaire ne concerne pas les Camerounais, c'est ce qu'il a dit, je le répète notamment ce qu'il a dit. Alors, en fait, nous, les Camerounais, nous n'attendons rien de cette session. Ce sera une redistribution de cartes entre les mêmes personnes qui gèrent le pays depuis 65 ans, c'est-à-dire deux régimes successifs qui, en fait, gèrent le pays comme si c'était leur chose, comme on dit généralement au quartier. Lui-même, il a dit que si on bouge, si le Nord n'a plus, pour les seuls Nord n'a plus l'Assemblée nationale,
il faudra qu'on essaie de voir au niveau. Ça va faire bouger les cartes au niveau de l'exécutif. Nous, on parle de la construction d'une nation. On ne voudrait plus parler de ce que, qu'est-ce que les Martiniquais ont eu, qu'est-ce que les Maurice ont eu. On voudrait parler de ce que, comment est-ce qu'on fait pour avancer. Nous avons proposé le fédéralisme pour taire ces unités-là. Que chacun puisse dire, ok, si j'ai un budget, si au niveau de mon État je peux légiférer, alors on peut progresser, alors je peux même pas regarder ce qui se passe à certains moments au niveau fédéral parce que je suis assez occupé à organiser mon développement au niveau local. C'est ça véritablement qui est l'enjeu. Si ces gens allaient là-bas s'organiser pour voter les lois, pour organiser la vie de notre cité, pour mieux gérer la cité, là on n'aurait pas de problème avec eux. Mais c'est une clique d'amis qui vont se retrouver, qui vont se pousser le pion comme Daniel, lui celui-ci va sauter, celui. Mais oui, ça va, c'est-à-dire les pouvoirs, les prévents vont rester entre les mains des mêmes gens qui appartiennent au même fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se dire qu'il y a véritablement des choses à faire et que les parlementaires ont suffisamment du boulot et que c'est le lieu de se retrouver après la session budgétaire et de réellement évaluer l'action gouvernementale plutôt que de penser à cette redistribution des cartes? Non, disons que la redistribution des cartes existe. Si le docteur Fauchivet vous explique cela, ça veut dire que c'est ce qui se fait à l'Assemblée. Mais maintenant, est-ce que c'est ça l'objectif de l'Assemblée nationale? Je pense que non. L'objectif de l'Assemblée nationale, de manière constitutionnelle, c'est de contrôler l'action gouvernementale et ensuite de légiférer. Donc, lors de la dernière session, il fallait légiférer, notamment sur la loi de finances et autres. Actuellement, on peut déjà essayer d'évaluer ce qui a été fait. Là, le premier trimestre de l'année 2021 en cours. Mais il y a un problème au niveau de l'action des députés. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un si un député ne travaille pas. Chaque député, je pense que les députés ont assez à faire. Je pense que personne n'a interdit à un député de proposer par exemple un code. Je ne sais pas si c'est un code de transport ou bien un code de... Au moins, on sait que le RDP ne va pas valider, ils ne vont pas accepter que ça passe lors des débats. Mais au moins, lorsque le député monte au péchoir, qu'il puisse faire ses propositions, c'est ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. À défaut d'avoir la force du nombre comme le RDPC, nous avons au moins la pertinence de nos idées. C'est ce que le PCN s'est engagé à faire à l'Assemblée nationale. Pour que ça reste dans les annales, lorsque nous allons diriger ce pays, que lorsque nous étions dans l'opposition, nous étions au moins en train de faire des propositions pour montrer que ce pays peut aller beaucoup mieux que ce qu'il est actuellement. Alors, le pays peut aller beaucoup mieux, mais avec des députés qui sont notamment des travailleurs. C'est l'avis du PCRN, sauf qu'il estime aussi que l'action qui est envisagée par les députés, certains, est davantage noyée par le grand nombre du Rassemblement démocratique populaire camerounais qui, davantage, s'évertue dans les selfies et les applaudissements. Franchement, je ne comprends pas de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui. Vous commencez par dire nous sommes à la première session ordinaire, qui est une section de choix de renouvellement. Et si j'ai dit le concept un peu plus, c'est-à-dire, c'est pour dire simplement que dans le cadre du choix de ceux qui vont diriger, c'est beaucoup plus politique, les partis politiques. Et un parti politique à l'Assemblée nationale ne peut pas proposer le choix si le consortium politique n'est pas si. Mais je n'arrive pas à comprendre. Chaque fois que le MDPC a voulu choisir le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, le parti se retire. Et c'est ceux qui se sont retirés, peut-être aujourd'hui vont se retirer. C'est normal, afin de porter le choix sur une personne. Or, je dis bien, c'est en liaison avec l'exécutif. Je n'arrive pas à comprendre que les députés vont aller s'asseoir pour dire que vous êtes le président de... Non, c'est pas comme ça. Vraiment, excusez-moi, à un moment donné, j'ai vu des partis politiques ici, et je m'adresse particulièrement au SDF, où tous les responsables étaient anglophones. Je le dis, allons-y. Allons-y, vous allez voir, tous les secrétaires généraux politiques, à l'époque, c'était des anglophones. Mais vous ne parlez pas de ça. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça dépend de la forme qu'on veut donner. Et puisque c'est le RDPC qui dirige aujourd'hui, que quand je dis ça ne concerne pas, c'est pour dire tout simplement que le choix aujourd'hui de deux présidents de chambre
ça ne regarde pas le peuple du bas, je le dis à haute voix. Ça regarde le parti politique, M. le Président. Quand vous serez à l'Assemblée nationale et que vous allez porter votre choix sur quelqu'un, vous aurez apporté, les nouveaux députés auront apporté le choix sur quelqu'un. Quand nous serons en responsabilité, ça se passera pas. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et c'est nous le dire. En attendant, on dit que ça se passe. Je vous ai dit que vous. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, non? C'est vous qui voyez que ça ne fonctionne pas. La seule chose à faire, c'est qu'en 2024, faites tout pour que le RDPC ne soit plus à la présidence de la République. C'est ce que nous ferons. Allez-y. Donc, ce n'est que ça. Et ensuite, maintenant, vous allez mettre donc sur la table maintenant vos données algorithmiques de docteur afin de pouvoir arriver donc à définir les trucs. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans le cadre d'une élection des chambres, dire que les députés du RDPC peuvent s'asseoir pour dire, par exemple, que c'est elle qui sera président. Non, je suis désolé, docteur, je suis désolé. C'est une force politique. Et la force politique est positionnée sur quoi? La force politique est positionnée maintenant sur la vision de celui qui dirige. Et je n'arrive pas à comprendre. Vous devez me comprendre puisque vous êtes du Malilène. On va comprendre. Maintenant, quant au travail de député, pour moi aujourd'hui, les députés aujourd'hui camerounais de l'ensemble, aujourd'hui, il y a un qui se détache, Nietzsche, qui posait des problèmes, qui donne le travail. Si chaque député le faisait, comme Nietzsche le fait, mais dans un cadre normatif, réglementaire, je veux dire, dans un cadre réglementaire, ça devait porter bonheur. Mais comme il est un homme politique de rue, chaque fois qu'il a crié, ça devient la rue. C'est mon père. On va y revenir, monsieur Jonathan, on va y revenir. C'est mon père, donc, vous comprenez donc que, je ne sais pas pourquoi ça vous aide, chaque fois que le député Nietzsche a fait quelque chose, il se prépare à sortir au niveau de la rue, alors que l'Assemblée nationale est réglementée là où le politique. Pour dire simple, vous dites simple, je ne vous ai pas interpellé. Pour dire simple, la Constitution, dans le cadre réglementaire de l'Assemblée nationale, il faut des groupes parlementaires. Et les groupes parlementaires, c'est un terme de nombre de députés. Et les données de coalition, ça peut se faire. Ça veut dire que le SDF peut coaliser avec le PCF pour avoir 15 députés et former un groupe parlementaire. Pour que vous voyez, et docteur, c'est pour vous montrer, vous voyez le RGP, c'est pour vous montrer comment les partis politiques du Cameroun n'ont pas la vision d'apporter un groupe parlementaire pour qu'un projet de loi puisse passer. Il faut déjà avoir ce groupe parlementaire. Qu'est-ce que vous attendez davantage des parlementaires au cours de cette session parlementaire? Les parlementaires peuvent décider. Non, c'est pas à vous. C'est pas à vous. C'est que ça, on se critique aussi. C'est parlementaire, s'il vous plaît, c'est pas à vous. C'est pas à vous, c'est pas enregistré. S'il vous plaît, dans le laboratoire, vous qui êtes chirurgien, ça veut très bien que ça, mais vous devez distribuer là, vous l'avez très mal fait. Il y a des règles, vous devez mettre dans le parlementaire enregistré. J'entends tant qu'elle respectait la règle. Ok, monsieur Blanc a la parole. Monsieur Blanc, qu'attendez-vous de ces parlementaires pour ces 30 jours qui ont démarré jeudi dernier? Bon, qu'est-ce que les populations peuvent attendre des parlementaires? Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'attends à titre personnel? Mais qu'est-ce que les populations peuvent attendre aujourd'hui des parlementaires? Deux choses, peut-être nous allons revenir sur ça. Nous avons un drame dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un drame qui est en train de tuer le pays. Les parlementaires n'ont pas le courage depuis de se prononcer dessus. Sur ce problème. Ils n'ont pas. Et le seul parlementaire, je suis désolé, le seul parlementaire qui a réussi à porter, mais il a été chassé du Parlement. Vous comprenez? Il a été chassé du Parlement. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend des parlementaires qui s'occupent des problèmes de nos concitoyens. On a une gestion de la pandémie qui est catastrophique. Je n'entends pas les parlementaires. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand j'ai suivi la doyenne d'âge faire son discours, j'ai cru que c'était le Premier ministre qui l'avait écrit. Et il n'a fait qu'encenser le gouvernement, alors qu'il est évident que depuis plus de 4 ans aujourd'hui, le pays brûle.
les parlementaires ne se prononcent pas. Depuis un an, on essaie de traumatiser les gens avec une gestion calamiteuse de la pandémie. Et les parlementaires, moi j'attends effectivement que sur ces deux éléments, qu'ils essayent quand même de faire preuve d'un peu d'honneur. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de recevoir l'honneur espéré ou attendu des populations de cette session parlementaire? Il y a des sujets brûlants, on l'a évoqué, la crise sanitaire, et les députés sont revenus sur les mesures édictées par le gouvernement de la République pour ce qui est de la crise dans le région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les députés ont d'ailleurs salué les actions menées sur le terrain pour essayer d'apporter des solutions définitives à la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. Nous sommes au niveau de la crise du... On n'en est pas encore. On est encore sur la question des parlementaires qui pourraient se discuter autour de cette problématique majeure. Sont-elles qui animent davantage l'actualité aujourd'hui au Cameroun? Bon. Je voulais expliquer certaines choses. Bon. Tout à l'heure, le docteur Fouchibert expliquait des choses qui se font normalement, c'est-à-dire des cours parlementaires, des coactions en faisant partie. C'est normal. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il faut mettre ça dans un contexte. Nous sommes dans un contexte de la pensée unique. Dans le conservatisme du conservatisme. J'ai pas fini. C'est grave, hein? Oui. On est dans un contexte. Oui, c'est pas fini. Parce que ce qui se passe au niveau, c'est que la logique qui nous gouverne. Quand vous prenez par exemple, vous prenez l'Assemblée, il y a combien en pourcentage de RDPC? Combien de parlementaires de RDPC en pourcentage? C'est donné ou bien c'est élu? Non, j'ai pas dit, peu importe. Il se peut-être 80%, 85%. À partir du moment où vous avez une domination aussi écrasante de vous à moi, est-ce que la voix de président peut se faire entendre? Majoritairement, non. Quand vous avez un parlement comme ça, d'emblée, vous savez déjà que les choses ne pourront aller que dans un seul sens. Il n'est pas exclu que de temps en temps, et ça se passe souvent, comme vous dites, il n'est pas que de temps en temps, qu'un député de l'opposition apporte une pensée positive qui est bien accueillie de l'autre côté. Cela arrive de temps en temps. Mais globalement, l'accès est à sens unique. C'est ça qu'on parle. Et le problème, ce n'est pas le RDPC. Le problème, en réalité, c'est que demain, ce RDPC n'est pas là. Si c'est le pouvoir qui arrive, si dans nos mentalités, quelque chose n'a pas changé, on continue d'évoluer de la même manière que c'est comme ça que ça se passe. C'est ça le vrai problème. Maintenant, pour aller plus en profondeur, je dirais que, effectivement, chaque mouvement entraîne des perturbations. Chaque mouvement, c'est une loi physique. Mais des perturbations où? Donc, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment que des gens changent de poste, que des personnes arrivent, etc. Globalement, et c'est ça que je ma question, parce que moi, la révolution, on l'a fait pour le peuple. Je dis globalement, pour le peuple, citoyen lambda, qu'est-ce que cela lui apporte? C'est ma question. Alors, on a le temps de revenir au dernier tour de table, si le temps nous le permet. Sam Demalo, vous avez été interpellé sans véritablement être interpellé, mais toujours est-il qu'il a reproché notamment aux parlementaires de l'opposition de ne pas suffisamment se mettre ensemble pour proposer quelque chose et peut-être à la faveur de ces sessions, est-ce qu'on pourrait avoir un consensus de ces partis politiques d'opposition pour finalement ce groupe parlementaire qui est à l'avenir? Avant d'aborder le sujet sur le groupe parlementaire, permettez-moi un peu de revenir sur une petite phrase du docteur Fouchibert qui a dit qu'il magnifiait l'action de l'honorable Mithieu, mais qui l'a transmis sur l'action comme il que l'honorable Mithieu préfère aller exposer ces problèmes dans la rue, alors au lieu de les exposer à l'Assemblée. Alors, moi, docteur Fouchibert, je pense que docteur Fouchibert il a été député ou député suppléant? J'ai été député. Bon, il a été député. Alors, il connaît ce qu'on met comme entrave pour empêcher l'opposition de faire les propositions de loi à l'Assemblée. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi de finir. Le gouvernement aussi a fait des propositions de loi sur la nationalité qui n'ont jamais traversé la barrière des commissions pour arriver à la plénière. Le roi Mithieu a fait plusieurs propositions. Bref, regardez un peu, si le régime du renouveau a 36 ans, je ne sais pas s'il y a eu un seul député de l'opposition qui a réussi à faire passer une loi à l'Assemblée. Je ne sais même pas s'il y a un seul député du RDPC qui a réussi à faire passer une loi à l'Assemblée sans que l'exécutif n'a vu de cette loi. Monsieur Fouchibert ne fait que parler
du président Paul Biya, de l'exécutif, et on comprend que pour lui, il n'y a pas séparation de pouvoir. C'est-à-dire, c'est le président Paul Biya qui gère tout, c'est le mal de tout, c'est le demi-dieu, il a 80 c'est le président, s'il vous plaît, il a 87 ans, 89 ans. S'il arrive à disparaître, c'est le président, 87 ans, 86 ans. S'il arrive à disparaître aujourd'hui, le pays va s'arrêter. Parce qu'il y a un seul nom, Fundia 70, s'il vous plaît, Fundia 79 ans. La différence c'est quoi? Fundia 79 et 80. Fundia 79 ans, et il a dit qu'il ne se présentera plus à aucun. C'est lui, parce qu'il a compris qu'il a fait son temps, il faudrait que c'est le type pour qu'une nouvelle génération. Ah, c'est tard, c'est tard. Oui, lui en bateau. Alors, vous voyez, M. Fouchivé n'arrive pas, pour quelqu'un qui allait à l'Assemblée, n'arrive pas à comprendre qu'il y a séparation de pouvoir. L'exécutif ne doit pas avoir une certaine réunion dans les affaires du Parlement. Et bien, il ne comprend pas ça. Il dit, si on bouge là, de l'autre côté, au niveau de... Je tiens s'il vous plaît. C'est le gouvernement qui doit bouger. Alors, je voudrais chuter en disant qu'il y a des députés, il y a 65 députés chez nous qui ont commis une pétition. Le dossier était interne. Oui, il y a 65 députés, parmi les 62 parmi lesquels 3 députés qui ne pas seulement comme on l'a pas dit. S'il vous plaît, qui ont commis une pétition sur la crise anglophone en demandant aux États-Unis de pouvoir extrader les citoyens américains nés camerounais qui, des États-Unis, alimentent la crise en Nord et Sud-Est. Ça, c'est une action commune qui n'est même pas de l'opposition, c'est une action, vous voyez, nous on arrive à transcender les débats, complètement diviser les partis. Ça c'est un autre débat. Ça c'est une action commune avec des gens qui ne sont pas de notre bord, qui peuvent dire même que nous détestons, mais pour l'intérêt de la nation, nous allons transcender ce débat, nous sommes mis avec eux pour dire aux États-Unis que vous avez des ressortissants américains. Alors, pourquoi ne pas partir de là pour que même ensemble, ils puissent réfléchir sur des projets de loi. Ça ne se passe pas parce que l'exécutif bloque tout au Cameroun. Tout doit partir d'eux au Parlement et le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement. Alors, est-ce que le Parlement est une chambre d'enregistrement, Dr Fouchivé, on va clôturer cette autre phase avec vous. Est-ce que le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement aujourd'hui, pas une chambre d'action, partant du principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif conduit par le président de la République, le pouvoir législatif conduit par le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, et le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, tout ce qui va avec. Si on regarde depuis l'avènement de la Constitution de janvier 1996, vous allez vous rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une proposition de loi qui est passée à l'Assemblée nationale, qui a même été mise sur la table des débats à l'Assemblée nationale. Que ce soit venant du RDPC, des réformateurs du RDPC, du SDF ou lesquels autres partis politiques d'opposition à l'Assemblée nationale. Jamais cela n'a été fait. Tout ce qu'on constate à l'Assemblée nationale, c'est que ce sont les projets de loi qui ont la priorité. Et ce sont les projets de loi qui traversent les commissions. Parfois, ils ne vont même pas en commission, ils font autre 2 heures, 3 heures de temps en commission, puis on va traverser directement aller en séance plénière. Parce que ça vient tout droit du gouvernement. Ça veut dire que ça vient certainement du président de la République, comme le Dr Fouchivé l'a dit. Où est donc la séparation des pouvoirs lorsque le Dr Fouchivé dit que le président de la République doit décider de qui est législatif, qui est législatif, qui est à la fois, il décide même de qui est au judiciaire. Donc vous comprenez que c'est vraiment compliqué pour un pays qui veut vraiment se développer et qui, depuis des années, ne parvient pas à décoller. Pourquoi est-ce que le pays ne décolle pas? Parce que lorsqu'on décide, par exemple, d'octroyer 55 milliards de plus pour un stade, c'est vrai, on nous a expliqué, on a fait une gymnastique pour nous expliquer que non, c'est plutôt la valeur de 5 milliards, parce que c'est 113 milliards qui ont été dépensés avant. Lorsqu'on décide de dépenser 5 milliards de plus, on ne passe pas par l'Assemblée nationale, au moins consulter ceux qui sont là comme les représentants du peuple. Parce qu'ils vont parler au moins au nom du peuple. Ce sont ces représentants du peuple qui rendront aux populations. En effet, les 5 milliards qu'on a ajoutés encore là, ce n'est pas vraiment parce qu'on veut détruire le pays, mais c'est en réalité parce qu'on veut finir ce projet qui va donner ci, donner cela, qui pourra vous aider. Mais lorsque le citoyen lambda commence à s'interroger, c'est parce qu'il se dit, voilà qu'on dépense 5 milliards, je vous ai parlé d'un problème d'eau au niveau de Niara, voilà qu'on dépense 5 milliards.
de plus. Parce qu'ils ont dit que c'est 5 milliards de plus. Non, le chef de projet a fait tout le budget. L'Assemblée n'a pas voté ce budget, mais en tant que vous faites comprendre que ça doit passer, c'est quelque chose qui doit passer par l'Assemblée. Lorsqu'il y a un ballon budgétaire, on doit passer par l'Assemblée nationale. Et là, vous êtes majoritaire, vous savez que si vous passez par là, vous allez gagner. On sort avec vous de cette session. Y a-t-il de réelles attentes de ces sessions parlementaires, tant au niveau du Sénat qu'au niveau de l'Assemblée nationale? Vous nous avez dit que c'est le choix du parti de désigner les têtes de proue de ces deux chambres-là, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. On le sait, il y a sur la sellette le Cavalier Zigneux et Marcel Tifendi avec des santé tout à fait chancelantes. Mais au-delà de ces questions santé, il y a une action attendue de ces hommes-là. Les attentes des populations, elles restent nombreuses. Je le dis et je reprends ce que je dis. Aujourd'hui, les équilibres de choix des hommes dépendent beaucoup plus du parti. On a compris. Alors, donc, lorsque j'ai dit ça, ça veut dire que nous, peut-être qu'ils ne comprennent pas, vous avez la marche d'avoir un président de la République et un président du parti, je vous comprends. Peut-être ça vous gêne, mais nous disons, notre président... Vous avez la chance, vous avez dit? Oui, j'ai dit que peut-être nous avons la marche, mais vous avez la chance d'avoir votre président qui est de nous, peut-être chez nous, c'est la malchance. Donc, pour ce que vous dites, oui, c'est chaque fois que je parle du parti, lui, le FIE pourra plutôt le président de la République. J'ai déjà parlé au président de la République, je ne suis pas le parti. Vous voyez, c'est parce que vous êtes omnibulé par la fonction présidentielle. La seule chose à faire, c'est que préparez-vous aux élections présidentielles pour empêcher le RDPC de gagner. C'est tout ce que vous voulez. La première section ordinaire est beaucoup plus dans le cadre du choix des hommes qui dirigent. Et je reviens dessus. C'est pour ça que l'attente de la population et les deux phases où la population est très concernée, c'est d'abord le budget. Ça, c'est très important. Et c'est un mi-parcours pour pouvoir analyser maintenant, pour pouvoir voir qu'est-ce que le budget a pu faire. Voilà là où les populations sont concernées. Quand je disais ça, peut-être que vous avez pris ça dans l'autre sens. Déjà, on ne peut pas faire un budget sans tenir compte de la population, dans le cadre des grandes politiques, macro-politiques. C'est la population, le budget est fait par rapport au nombre d'habitants. Et donc, c'est pour ça que cette session ordinaire qui concerne le placement des hommes qui vont diriger concerne beaucoup plus les partis et concerne l'exécutif. Je le dis à une voix. Merci beaucoup à vous. C'est une science politique. On va pas revenir là-dessus, s'il vous plaît, monsieur. C'est une science politique. Il y a encore deux sujets qui nous attendent, s'il vous plaît. On va pas rentrer dans qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Il nous reste encore deux sujets et l'un des sujets forts. Je voudrais revenir sur la session parlementaire de ce mois de mars, c'est la situation de la gestion de la pandémie du Covid-19. Le Cameroun, comme plusieurs autres pays sur la revue actualité, est véritablement menacé. Le Cameroun, d'ailleurs, vit sa deuxième phase de contamination du coronavirus. Alors, sans véritablement rentrer, docteur, j'ai une première question. Est-ce que finalement, le variant sud-africain peut ou non être au Cameroun aujourd'hui? Parce que la question reste suffisamment au bout des lèvres des uns des autres. Des journaux ont annoncé que ce variant sud-africain est déjà sur le territoire camerounais, raison pour laquelle le gouvernement est mobilisé et appelle à l'ensemble des citoyens à se ruer vers les mesures barrières. Y a-t-il quelque chose qui me... Il y a un truc qui me... Comment il a dit ça? Qui m'interpelle. Avant de vouloir savoir si c'est cette barrière sud-africaine au Cameroun, il faut déjà se demander quelle est sa différence avec la première souche que l'on avait. Est-ce qu'elle est plus dangereuse? Est-ce qu'elle fait plus de morts? Est-ce qu'elle fait plus de dégâts? Si demain tout le monde s'agit comme si c'était la fin du monde. Et en réalité, c'est un peu ça. Nous avons l'art de défoncer les portes ouvertes. Qu'il soit ici, ne soit pas ici. En réalité, quand tu regardes le taux de morbidité, bien qu'il est Covid, qui est encore pratiquement, à mon sens, très très faible, vous voyez les gens s'agiter, autant s'agiter. C'est ça que moi, je ne m'engage pas dans ce truc, encore qu'on n'a pas la réponse certaine. Mais je dis, pourquoi faut-on mobiliser autant d'énergie et de débat? Ça n'a aucun sens. Parce que nous regardons la morbidité, c'est-à-dire que le nombre de décès que nous avons dû au Covid.
en proportion pour aller derrière. Et personnellement, avec les chiffres que l'on a, il n'y a pas lieu de s'agiter autant. Ça me s'inquiète. Oui, mais d'autre part, le gouvernement estime qu'il y a lieu de s'inquiéter. Le problème du gouvernement en ce moment, et heureusement, la dernière sortie du ministre, parce que tout le monde, c'était au niveau du vaccin. Maintenant, et le ministre dit qu'au regard de toutes les inquiétudes soulevées par cette vaccination, maintenant, donc je résume en insistance, qui pense qu'il faut s'assurer, il faut lever le doute sur tous les effets négatifs du vaccin avant de l'admission. Je pense que c'est déjà une première démarche. Et là, il ne faut pas encourager le gouvernement. Mais est-ce que la première souche, comparativement à la deuxième, est plus dangereuse? En réalité, ce que je peux dire, c'est que au regard des données scientifiques, on ne peut pas spécifier qu'elles soient plus dangereuses. On ne peut pas rien nous permettre d'affirmer qu'elles soient plus dangereuses. Mais disons qu'elle est trop silencieuse. C'est cela à venir. En fait, ce que l'on remarque par contre, c'est que dans les manifestations, effectivement, comme disait un confrère, elles sont plus larges. C'est-à-dire qu'avant, autant on avait des signaux clairs, évidents. Autant maintenant, ça se passe en silence. Et très souvent, je vous expliquais, c'est bien que subitement, 2-3 jours, c'est peut-être très bien, et subitement tombe, et c'est la catastrophe. Quand on entend le bilan, on réalise qu'ils sont très très loin par rapport à tel pulmonaire, etc. C'est peut-être cette dangerosité qui peut faire différence. Bon. Est-ce que c'est dû à la variante? Parce que là, j'ai l'envie. Et là, peut-être que je puisse faire ce point parce que c'est un problème dans la sécurité nationale. Parce que on va parler de souches. Parce que nous, actuellement, ici, nous avons la capacité d'améliorer. Il faut être insuffisant. D'accord, puisqu'on parlait de questions de souveraineté internationale, je ne vais pas rentrer dans cette... Je ne vais pas rentrer parce que finalement, je vais soulever il ne faut pas se soulever. Alors, il ne faut pas se soulever. En termes d'hypothèse, c'est souche ici, c'est en termes d'hypothèse. Alors, M. Galabé, sur cette question aujourd'hui, c'est la mobilisation générale au sein du gouvernement. Le gouvernement appelle au respect strict des mesures barrières qui hier ont été oubliées. Qu'est-ce qui peut justifier que les Camerounais soient passés à ce relâchement avec ces mesures barrières? Je pense que, pour ma part, au niveau du SDF, nous avons eu le cas dénoncer la gestion calamiteuse de cette pandémie et qui était une fois de plus pour les membres du gouvernement RDPC de se faire plein d'argent comme d'habitude. Vous savez, ils réagissent en général comme une mafia, comme une pieuvre qui exploite toutes les situations pour se faire assez de sous sur le dos des Camerounais. Nous avons eu un premier variant. Nous n'avons pas encore jusqu'ici eu des études pour pouvoir dire voilà comment ce variant s'est comporté au niveau du Camerounais. Comme vous avez dit, voilà le taux de morbidité, voilà les réactions, ou alors voilà les actions que nous avons mis en œuvre sur le plan de la prévention collective pour pouvoir parce qu'en fait il faut savoir que contre le coronavirus, ce sont les mesures de prévention collective qui apportent des résultats, non individuels. Donc sur le plan collectif, sur le plan de la prévention collective, qu'est-ce que l'État a pu mettre en œuvre? Pourquoi après il y a eu relâchement? Maintenant le variant sud-africain est arrivé. Ok, quel est son état? Qui n'est pas poursuivi, qu'il faut voilà, c'est autant de choses. Bon, c'est bien d'activer ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est-à-dire, devant un phénomène inconnu, même si vous avez des vaccins que vous pouvez utiliser pour venir à bout de ce phénomène-là, si on vous dit que ce que vous avez comme moyen sont dangereux, vous pouvez activer le principe de protection, vous dites qu'on attend de voir notamment comment on va évoluer. Mais mon souci avec c'est que nous avons des scientifiques au Cameroun que l'État n'utilise pas à bon escient pour pouvoir nous expliquer concrètement ce qui se passe et organiser une véritable réponse. Nous avons plutôt des gens qui fonctionnent dans un clientélisme, qui utilisent cela comme une aubaine pour se faire de l'argent sur le dos des Camerounais. Le COVAX, on va vous faire comprendre qu'on a acheté des vaccins, alors que, si je ne me trompe pas, c'est un des Nations Unies dans un mécanisme mis en place. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Alors, Abdelaziz, y a-t-il lieu
d'appeler à cette mobilisation que nous invitons aujourd'hui au regard de ce qui se passe sur le terrain autour du Covid-19? Là, moi, je ne sais pas, appeler à une mobilisation tous azimuts. Honorable Premier ministre Monto Créneau, militari, rappelant que le principe reste le même, laver les mains systématiquement, utiliser son masque de protection, tenir la distanciation sociale, interpeller tout le gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, on demande pour les services administratifs, vous n'accédez pas dans votre propre bureau si vous n'avez pas présenté votre test Covid. Je suis un peu amusé lorsque vous me dites que le Premier ministre est monté au créneau pour rappeler toutes ces mesures-là. Où était ce Premier ministre lorsqu'on organise un concert d'un grand artiste africain que j'affectionne particulièrement au Cameroun, avec une foule incontrôlable? Où était ce Premier ministre? Où était ce Premier ministre lorsqu'on organise le concert d'une jeune fille d'un cacique de ce régime, avec une foule incontrôlable? Où était-il? Moi, je pose bien cette question-là. Où était-il? Pour venir aujourd'hui nous rappeler qu'il faut se laver les mains, il faut porter le masque, il faut distanciation sociale et tout. Vous n'avez pas dans votre bureau, vous n'avez pas votre test à Covid. Pour moi, c'est faire trop de bruit ou être non efficace, comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Pour moi, ce qu'il est important de dire aux populations, c'est d'être conscient que cette maladie, elle existe. Même si le taux de mortalité n'est pas élevé, comme le disait le docteur tout à l'heure, cette maladie, elle existe. Et comme elle existe, prenez conscience, au moins si la promiscuité dans laquelle nous vivons au Cameroun ne peut pas nous faciliter la tâche de l'éviter. Battons-nous à renforcer notre système immunitaire par les mécanismes qui sont connus. Il y a la pharmacopée par exemple, depuis que cette pandémie existe. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'État n'a pas pensé investir dans la pharmacopée. On nous a dit que ça, je pense qu'il y a Monseigneur Claude qui nous a dit qu'il y a un médicament qui soigne le Covid. Il y a beaucoup d'autres solutions pour pouvoir renforcer son système immunitaire, pour être fort lorsque la maladie va vous attaquer. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce moyen-là pour tout le temps nous parler des vaccins et autres, nous parler des mesures barrières, vouloir rendre la vie difficile aux Camerounais pour rien, lorsqu'il s'agit de laisser le fait et tout, c'est plus facile. En décembre, pendant que tous les Camerounais étaient dans les festivités, je me rappelle bien qu'au Togo, à ce moment-là, il y avait confinement. Au Gabon, même ici, à côté, il y avait confinement. Au Cameroun, pourquoi est-ce qu'il y avait ce laisser aller là? Alors, y a-t-il une mauvaise gestion, vous avez évoqué la question, gestion calamiteuse de la pandémie Covid-19? Pourquoi pensez-vous cela? C'est évident. Qu'est-ce qui est évident? C'est évident. Le gouvernement est resté proactif autour de la question de la Covid-19. Le ministre est de tous les combats. Des centres ont été construits dans l'urgence sur l'ensemble du pays pour répondre efficacement. Il y a un plan national de riposte à la pandémie Covid-19. Comment pensez-vous qu'avec toutes ces actions qui ont été menées sur le terrain, on est dans la cacophonie, ou mieux encore, peut-être même pire, vous l'avez dit, dans une gestion calamiteuse de la pandémie Covid-19? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement peut faire des tests à plus de 3 millions d'élèves? Oui. On a aujourd'hui plus de 3 millions d'élèves dans notre pays. Est-ce que le gouvernement peut faire des tests? Comme il a annoncé, parce que le gouvernement a annoncé qu'il va faire des tests à tous les élèves. Tout le monde a vu. Il peut faire ça. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Il n'a pas le moyen de le faire. Je ne vais pas revenir sur les concerts organisés vus sur tout le monde. Mais depuis que cette affaire a commencé, les marchés sont comment? Il y a une période où le marché était dans une on demandait aux gens d'éviter d'aller de manière récurrente dans le marché, ou du moins, même s'il fallait y aller, il y avait un cadenas de voiture, 8h, 17h. 17h. Moi, je crois qu'on a... Si je peux me permettre un conseil, moi je crois que le gouvernement ferait par exemple mieux de faire une étude sur les comorbidités de tous ceux qui sont morts de ce qu'on appelle. Parce que je ne serais pas surpris de voir que là-dedans, il y a des gens qui sont, peut-être plus de, là-dedans, il y a des gens qui sont morts de palu, tout ça. On a dans notre pays aujourd'hui un problème avec le paludisme. 11 millions de morts par an. C'est plus Le monde entier. Ça, c'est le chiffre du monde entier. Non, je veux dire 11 000 morts au Cameroun. 11 000 morts au Cameroun. Oui, 11 000 morts. Oui, par an. Par an. 11 000 morts à l'année. C'est ça. C'est ce que je veux dire. 11 000 morts. Ok.
par an. Covid, 600. 600. Non, ok. Où est tout le tapage qu'on fait? Si on compare les moyens. Où est tout le tapage qu'on fait? Moi, je veux que le gouvernement communique sur un vaccin anti-palu. Ce serait formidable. C'est ça qui nous décide ici. Non, c'est pas que... Oui, c'est ça que c'est pas lui qui nous décide. Donc vraiment, là, je dis que on parle de contradiction en contradiction dans la gestion de la pandémie. C'est les savons, c'est les seaux d'eau. Je ne sais pas si ces savons et les seaux d'eau existent encore aujourd'hui. C'est vous les responsables politiques qui autour de la pandémie Covid-19 aujourd'hui. La question des mesures barrières n'est plus forcément d'actualité. On le marque chaque jour, mais on constate que les populations ne suivent pas autour du respect de ces mesures barrières. Mais aujourd'hui, le gouvernement a opté pour une autre approche, celle du vaccin. Mais sauf que le vaccin aujourd'hui est dans une controverse. AstraZeneca, qui était le choix du gouvernement, est suspendu d'utilisation dans plusieurs pays africains et même européens. Oui, disons que dans le cadre des mesures barrières, le gouvernement a fait un travail. Vous savez, c'est exactement comme l'arbre mathématique. Le gouvernement renvoie, c'est pour ça qu'on avait dit de toucher jusqu'à la profondeur des populations à travers les chefferies, etc. Les partis politiques, vous avez vu, les partis politiques, c'est se mouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, la communication gouvernementale a lâché. À un moment donné, quand on était à la variante, à la première variante, les gens se sont rendus compte, avec l'apport, puisqu'il faut le dire, avec l'apport aujourd'hui de nos praticiens, les Camerounais se sont dit, c'est la maladie des autres. Il faut dire comme ça. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure, il a parlé de Monseigneur Kendra, docteur Éloge à Yaoundé. Beaucoup de Camerounais ont présenté des produits sur un homologue qui devait normalement, qui attendait seulement que le comité scientifique puisse maintenant s'approprier. Et je crois que le docteur est mieux placé pour ça. C'est vrai que si le comité scientifique doit entrer dans le débat, il faut maintenant rester dans le cadre scientifique des choses. Donc, c'est à eux d'amener le comité scientifique. Mais pour dire aussi autre chose, et je parle sous sa couverture, le comité scientifique ne parle pas. C'est très dangereux. Le comité scientifique à Paris, on voit à la télé, on dit par exemple, le comité scientifique va intervenir. Et quand le comité scientifique vous dit par exemple, nous avons validé deux vaccins, la population ne veut pas parce que c'est le comité scientifique, c'est eux, l'autorité habilitée, et non seulement l'autorité docteur, mais peuvent directement consommer. Et notre autorité scientifique aujourd'hui, même au niveau de la progression, les Camerounais ne connaissent pas. Et l'État devait s'appuyer sur la communication scientifique. Maintenant, pour pouvoir parler à la population. Maintenant, vous parlez du vaccin. Mais il y a controverse au niveau du monde entier. Déjà, à travers le nom compliqué que vous voyez de AstraZeneca, qui est le choix du Cameroun? Et c'est là où il faut faire très attention. Qui est le choix du Cameroun? Parce que si ce produit n'avait pas eu des conséquences ailleurs, négatives ailleurs, c'est que ce produit est déjà au Cameroun. Et quand vous voyez comment ces pays européens sont en train de refouler complètement ce vaccin, on se pose une question. Deuxième chose, pour jeter par là, le ministère de la Santé au Cameroun laisse une image vraiment négative au niveau de la communication scientifique de cette maladie. Que le ministère dise que le vaccin n'est pas obligatoire et qu'on trouve le secrétaire général qui fait une communication où on parle d'une obligation. La cellule de communication du ministère de la Santé publique a précisé dans une circulaire, dans un document qui a été envoyé au directeur de publication, le rédacteur en chef, que c'est entièrement traficoté par ce sont les acteurs du réseau, c'est peut-être parce que les gens ont communiqué maintenant qu'ils ont dit ça. Il faut faire très attention.
Parce que Je préfère entrer à la déclaration officielle. moi aussi, je préfère. Là-bas, ce n'est pas politique. Il faut faire samedi, il ne faut pas s'amuser avec la santé des Camerounais. Je vous remercie pour cette. Oui, je vous remercie pour cette posture. Je voulais vous remercier pour cette posture. C'est ce qu'on entend de vos députés à l'Assemblée. C'est pour ça que je vais chuter. Et j'ai dit donc il faut, plus que les Camerounais nous suivent, que le comité scientifique puisse aujourd'hui assurer, puisse communiquer pour permettre aux Camerounais de comprendre. Parce que celui qui n'est pas médecin comme vous et moi se permet de communiquer dessus alors qu'il y a un comité scientifique. Alors, le AstraZeneca, c'est un choix. Un vaccin aujourd'hui au cœur de la polémique, de la controverse. Doit-on rester sur l'option de la vaccination, notamment à travers AstraZeneca, mais si le comité scientifique venait à adouber le médicament, ou alors faudrait-il aller sur d'autres pistes, tout en sachant qu'il est question de préserver la santé et la vie des Camerounais. Peut-être. Ok, je vais apporter une réponse politique à ce problème de Covid. C'est qu'en Afrique, les gouvernements néocoloniaux ont la mauvaise habitude de prendre des problèmes qui ne sont pas les leurs. Quand on prend la genèse de cette histoire de Covid, l'Occident a un combat qui n'est pas le nôtre. Je peux dire d'abord que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Mais il a fait beaucoup d'efforts, mais ces efforts n'étaient pas les meilleurs. Pour une raison, je vous donne la logique en disant que quand vous êtes habitué à tendre la main aux gens, en ayant fait leur volonté sans savoir faire la volonté que vous faites, parce que vous rendez service aux autres. Je vais développer ma pensée. Elle est celle-ci. Le combat que l'Occident a avec le Covid n'est pas notre combat. Il n'est pas le nôtre. Parce que si nous étions assis pour réfléchir en disant, regardons notre pays, est-ce que cette maladie a le même impact chez nous? La réponse était non. Dernièrement, j'ai expliqué aux gens, faites le rapport. Le Cameroun a presque la moitié de la population de la France. Prenez le nombre de décès qu'il y a eu en France et le nombre de décès qu'il y a eu ici. Rapportez-le au million. Vous réalisez que chez nous, on n'a rien fait. Ce n'est pas notre combat. Alors la question intérieure, c'est mais pourquoi nous faisons, pourquoi les Occidentaux font? Mais c'est vrai parce que nous tenons tout le temps la main. Ils disent, ok, si vous voulez qu'on vous donne, vous faites comme vous voulez, comme nous voulons. Et finalement, ce vaccin-là, ça veut dire que la Terre devient un champ d'expérimentation de ce vaccin. On dit qu'on a donné gratuitement. Qui vous a dit que la gratuité est une logique de vie? Apprenez à travailler pour vous-même, pour vous libérer. L'Afrique, nous passons tout le temps à tendre la main, à commander à gauche, à commander à droite. Nous ne voulons pas nous émanciper. Et c'est ça le drame. On dit que le vaccin gratuit. Qui vous a dit qu'il y a quelque chose de gratuit? La loi spirituelle dit qu'il n'y a rien pour rien. Donc ça n'existe pas. En réalité, c'est un nouveau Occident. L'Occident nous venir expérimenter en masse leurs vaccins par ici. C'est une catastrophe. Sur le plan scientifique, les plus érudits, tout le monde a la réserve. Ce vaccin ne convainc personne, à part les politiciens. Il ne convainc personne. À part les politiciens. Moi, il ne me convainc pas. Aucun vaccin, ce vaccin. Et je continue, on peut poser des questions. Celui-ci dit le problème, pourquoi? Parce que, bon, on nous l'offre, en fait, il est le plus cher. Il est plus pratique parce qu'il se conserve entre 2 et 8 degrés, il peut servir à être conservé. Il coûte 200 moins que l'autre. On nous le donne. Mais restez une fois ici. Pourquoi si nous avons si peu de morts, tant la vie est plus palisse que je sais? Eux là-bas, ça fait des dégâts. Pourquoi ça fait plus de dégâts là-bas et ça fait moins de dégâts ici? Vous posez cette question. Alors, cette question peut nous amener à nous défendre autrement. Parce que moi j'ai une réflexion. Et je dirais pas votre réflexion. Oui, et cette réflexion, c'est pas du tout de la science. C'est ce que nous avons appris par rapport à la biologie. Il y a une donnée qui veut modifier qui s'appelle l'immunité collective. Et l'immunité collective est basée sur l'écosystème. Ce que vous mangez, ce que vous consommez et où vous dormez. C'est ça qui vous rend plus ou moins solide par rapport aux pressions de la vie. C'est cela. Et quand vous regardez, ici, nous sommes habitués au stress. Et pas l'endroit où comme ici. Donc le stress est devenu le quotidien. Ça nous rend résistants. Ensuite, l'alimentation est très proche de la nature. Nous mangeons les légumes, les racines. Ces éléments-là, ça nous donne une certaine résistance. En Occident, où ils vivent, où la plupart on dit qu'ils vivent plus longtemps, mais ils sont sur la maison chimique. Ils sont sur la maison chimique. On dit qu'ils vivent longtemps, ils mangent des médicaments pour survivre.
Maintenant, on parle de GM, on parle tout d'abord de ce qui est industriel. Sauf qu'en réalité, ils vont être fragiles. D'accord. Je n'ai pas fini. On n'a pas beaucoup de temps. Mais il faut écouter. Je suis d'accord. On n'a pas beaucoup de temps. C'est la question. Parce qu'on a évoqué la pharmacopée tout à l'heure. Oui. Et ça, pharmacopée, elle fait partie de notre écosystème. Donc en réalité, quand une vague affecte ce truc-là, il touche moins. Et pour le dire, il est pour le comité scientifique ne pas entendre. Mais je lui dis, parce qu'on est là à la pensée unique. Comme ça, c'est politique. C'est les conseils, ça fait politique. Bon, ils peuvent pas parce que. Je l'ai fini, hein. C'est votre et les enrichissements illicites commencent à partir de là. Quand les gens arrivent. A-t-il une autre option que celle du vaccin que nous proposons aujourd'hui? AstraZeneca, au-delà d'Astra, docteur nous expliquait qu'il y a, c'est peut-être le moins cher, c'est peut-être un don qui est fait au Cameroun à travers le mécanisme COVAX, mais au-delà de ce vaccin, le gouvernement camerounais a-t-il la possibilité de se lancer d'autres options? Oui, je pense qu'il y a quelques jours, on a parlé d'un traité commercial ou d'un accord qui a été signé entre le Cameroun et les Royaumes-Unis. Je pense que ce vaccin, forcément, venant de la Grande-Bretagne, c'est AstraZeneca, je pense, c'est un vaccin soit britannique, je ne sais pas, mais je sais qu'en général, c'est un vaccin qui vient de la Grande-Bretagne. Je pense que l'arrivée de ce vaccin ici n'est pas nouvelle. Est-ce que ce n'est pas du fait de ce traité qui vient d'être signé et il y a déjà des mécanismes qui sont en train d'être mis en œuvre pour que la Grande-Bretagne puisse mieux sortir des méthodes dans lesquelles la sortie de Brexit la mise. Alors, c'est autant de choses. En Afrique du Sud, on s'est rendu compte que l'efficacité de ce vaccin était de 20%. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà des vaccins qu'on teste en Europe, dans des conditions, dans des environnements qui ne sont pas les nôtres, sur des gens qui n'ont pas la même réponse immunitaire que nous. Et puis après, quand on finit le vaccin validé là-bas, on l'envoie ici chez nous comme un paquet, on dit on va tester sur M. Ngemalo, sur M. Fauchibé. Est-ce que M. Ngemalo et M. Fauchibé vivent dans le même environnement que ces gens? Est-ce qu'ils ont la même alimentation que ces gens, comme le docteur disait? Maintenant, autre chose, pardon, M. Cléla a commis un médicament, un protocole qui a eu je pense, un relatif succès, parce que moi je connais des médecins qui ne sont pas du tout en phase avec le docteur ou mon cher Salogé. Je connais de ces deux potions magiques. Oui, je connais des médecins qui en ont utilisé sur leurs propres enfants et qui m'ont fait comprendre que c'était un très bon médicament et que c'était performant. Pourquoi est-ce que ce conseil scientifique ne sait pas d'abord prononcer sur ce médicament-là, qui est camerounais, qui est déjà camerounais? Pourquoi ne pas demander à Monseigneur Cléla de savoir s'il peut évoluer vers un vaccin local? Mais, je ne sais pas, comme par enchantement, on nous fait comprendre qu'il y a des grandes doses de vaccins anglais qui arrivent au Cameroun et qu'on va injecter, et il y a une circulaire qui parlait d'un projet de loi au Parlement pour l'obligation. Non, obligation. La rumeur possède la bonne information. Peut-être la rumeur peut posséder la bonne information dans certains cas d'espèce. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on rappelle que c'est un fake news autour de cette information de l'obligation. Le ministre de la Santé publique, Thomas Lamouda, est monté au créneau juste après cette information pour rappeler que le principe camerounais reste celui du volontariat, mais qu'il invite les Camerounais à se faire vacciner une fois que les doses sont disponibles au Cameroun. Vous avez évoqué la question de la pharmacopée, peut-être être considérée comme la touche camerounaise pour véritablement être en phase contre la COVID-19, puisque la maladie ne fait pas les mêmes dégâts au Cameroun, en Afrique, comme dans les autres pays européens et américains. Moi, je pense qu'en tant qu'Africain, à chaque fois qu'il y a un problème de santé, on devrait d'abord se tourner vers la pharmacopée. Ce sont nos bases. Si on ne peut pas commencer par la pharmacopée, là on continue dans la néocolonisation. Chaque fois qu'il y a un problème de santé,
on commence par la pharmacopée. Après que la pharmacopée ait montré ses limites, on peut tendre une oreille attentive à ces gens-là. Bon, maintenant, si on a un gouvernement néocolonialiste qui nous gouverne, c'est normal que chaque fois qu'il y a une tendance européenne ou occidentale, qu'on nous l'impose chez nous, à cours de publication, communication beaucoup plus exagérée, le ministre communique beaucoup plus sur la Covid-19 que sur un problème qui est très important, un problème de mortalité qui touche la plupart des Camerounais, le problème de la mortalité due au paludisme. Je vois moins le ministre communiquer dessus, je vois moins les actions du gouvernement dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plutôt penser à cela, vu la promiscuité dans laquelle vivent nos populations? Essayer de résoudre le problème de mortalité le plus élevé. On est à 11 000 d'après ce que le docteur nous disait, et pratiquement 600 pour le Covid. Pourquoi est-ce qu'on va suivre l'Occident dans le problème? C'est un problème mondial, c'est un problème occidental. Le problème n'est pas mondial. Le problème de ce gouvernement, c'est un problème occidental, c'est pas un problème camerounais. Donc, pour moi, lorsqu'il s'agit d'un vaccin, qu'est-ce qu'un vaccin? Un vaccin, c'est une substance pathogène. Lorsqu'elle est inoculée à un individu, lui confère une certaine immunité. Voilà ce que ça nous dit. Maintenant, on va venir injecter des gens qui ont une certaine immunité du fait de l'environnement dans lequel ils vivent. Il y a toute une hostilité autour de cette question de la vaccination. À l'évocation seulement de cette affaire de vaccination, les Camerounais s'irritent. Pourquoi? Je pense qu'il y a avoir peur du vaccin coronavirus au regard des assertions qui sont vendues celles-là, soit dans les réseaux sociaux, soit dans certaines publications faites par à la fois même des acteurs de santé. Mais moi, je crois que ce qu'il faut retenir de ces sorties de nos concitoyens, c'est que le vaccin n'est pas pertinent pour nous. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Et nos concitoyens disent exactement ce que tu viens de dire là. Ça veut dire que nous avons, sur le plan de la santé, des priorités. On se demande pourquoi le gouvernement court derrière, fait du mimétisme. Ça veut dire que lorsqu'on fait quelque chose en Occident, il faut qu'on le suive. Pourquoi? C'est exactement ce que c'est une interpellation. Moi, je pense ça comme une interpellation au gouvernement, à revenir un peu à nous. Et moi, je pense que, par exemple, vraiment, on pouvait gérer les flux. Docteur Faucheveux parlait d'un problème international. Moi, je pense que, par exemple, si on gère les flux, et puis si on essaie de cibler les populations fragiles, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a même pas fait d'études sur les personnes décédées pour voir exactement quelles étaient les communautés, pour voir quelles sont les personnes fragiles dans notre société, parce que ce sont ces personnes qu'il faut protéger. On ne peut pas faire, sauf à faire un peu dans le bluff, bien faire dans ce que le gouvernement est en train de faire là, un peu dans l'inefficacité, on ne peut pas dire qu'on va, et c'est une image, qu'on va faire des tests à tous les élèves, sachant pertinemment qu'on est incapable, qu'on n'a pas la capacité de le faire. Donc on est dans le bluff, de cibler les populations fragiles et essayer de les protéger. Parce qu'en fait, on regarde les choses globalement, alors qu'il y a des personnes qui sont sensibles, qui peuvent effectivement être atteintes par cette maladie. Donc, les politiques, de notre point de vue, doivent être ciblées vers les populations de plus. C'est pour ça qu'il faut faire une étude scientifique sur les communautés, voir quelles sont les populations sensibles et faire une politique ciblée envers ces populations. Alors, docteur, je pense qu'on sera encore avec vous autour de cette question du coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui face à cette résurgence, face à cette problématique du vaccin qui divise les Camerounais et qui même laisse un peu pantois, même si les acteurs de santé ne parlent pas beaucoup de cette question, qui reste quand même aussi, on va dire, pas tout à fait unanime sur la question de la vaccination. Je crois que je vais encore interpeller le comité scientifique ici. Et c'est très important. Le comité scientifique doit communiquer. Nous devons connaître le planning du travail du comité scientifique et chaque recommandation que soit le comité scientifique devrait être portée à l'attention de la population. Et de deux, dans le discours de fin d'année, je me souviens que le président de la République, c'est maintenant que je parle du président de la République, Paul Biya a bien dit de voir qu'il faut aujourd'hui, au-delà maintenant des données scientifiques, il faut faire appel aujourd'hui à notre science traditionnelle. Alors, maintenant,
qui doit faire appel? Et je reviens encore au niveau du comité scientifique. Parce que nous avons cité, nous avons vu des produits, il a dit, des produits circulaires. Nous avons vu au moment où je vous parle, les Camerounais, les produits de Monseigneur Keldea et du docteur Hello se trouvent en France. Je crois qu'il faut interroger la marge de manœuvre du comité scientifique. Tout à fait. Mais c'est tout ça. Chaque pays a son comité scientifique. Si notre comité scientifique n'est pas assez... Nous sommes dans un système totalement directif. Les députés n'ont pas le pouvoir, le comité scientifique. Tout est centralisé à la présidence de la République. Voilà, vraiment, il faut... n'apportons pas de la politique là où il y a le comité scientifique. Oui, le comité scientifique devrait être la politique, s'il vous plaît. Et c'est au Cameroun. Non. Vous connaissez un membre du comité scientifique? Non. Et c'est très dangereux. Donc, en fait, c'est moi qui ai parlé de comité scientifique. Parce que sur la table, nous avons un éditeur. Vous faites très attention. Comment s'appelle le docteur? Méfiez-vous de la communication. Pas docteur Mala, si vous le docteur. Méfiez-vous de la communication. Méfiez-vous de la communication sensationnelle. Parce qu'on veut parler pour parler. Vous avez vu l'étude du ministère sur le comité scientifique? Vous dites? Vous avez vu l'étude du ministère sur le comité scientifique? Disons. Il a dit sur le vaccin, il sollicite l'avis du comité scientifique. Et il ajoute que ce vaccin fonctionne quand même bien dans notre pays. Vous savez ce que ça veut dire? Donc vous comprenez pourquoi je dis que dans le cadre d'une pandémie, il faut faire attention à la communication. Ce n'est pas le ministre qui communique. C'est le comité scientifique. Et c'est pour ça que je dis, ici il n'y a pas de politique à faire. Que le comité scientifique nous dise que, au vu de nos tests, tel vaccin, au vu de l'environnement et de ce que nous connaissons dans les données traditionnelles peut aller avec nous. Parce qu'il a dit quelque chose de formidable, il faut retenir ça. Ce n'est pas parce qu'il est du SDF. Il a dit que les tests scientifiques sont faits sur une population différente de notre population. Scientifiquement, ça tient. C'est pour ça que dans le cadre des données scientifiques, quand on veut arriver à un résultat, on prend souris, on prend pigeon, on prend ceci, on essaie de voir quel est l'animal qui tend vers la composition organique de l'homme. C'est pour ça qu'on tend vers le sein. On voit si ce produit maintenant peut faire, et c'est pour ça qu'on valide. Mais vous ne pouvez pas, par rapport au truc d'OGM, par rapport à un environnement contraire à nous, faire des tests pour venir nous appliquer. Donc, par rapport à votre question, et je sors par là, il est donc recommandé, et comme d'ailleurs le premier Camerounais l'a dit, à un moment donné, on s'est rendu compte que la science traditionnelle avait porté fruit. Qu'on essaye de les accompagner. Qu'on essaye de voir comment on peut faire en sorte que... Parce que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont comme ingrédients input, ça sort d'ici. Il y a dans le cadre de la pharmacopée aucun produit venant, traversant ça vient de la plante ici. Donc, il faut donc que le comité scientifique, une fois de plus, et nous le partons, et je finis par là, c'est important, et je m'adresse là au docteur, que vous et moi, nous, même les hommes politiques, qu'on arrête de communiquer sur cette pandémie et qu'on laisse les techniciens. Il faut dire ça directement une santé. Il reste un sujet, et vraiment, il me reste à peu près 15 minutes chrono en main. 15 minutes chrono en main, vous êtes 5. Je préférerais 3 minutes pour chacun d'entre vous. Si l'un de vous interrompt l'autre, ça sera répercuté sur son temps de parole. C'est ça la discipline du parti. Vous commencez à m'interrompre. Donc je pourrais considérer que ça fait déjà partie de votre temps de parole. 3 minutes pour chacun d'entre vous pour la dernière thématique, la crise anglophone, l'évaluation faite il y a quelques jours au Cameroun par le Premier ministre chef du gouvernement autour de la question des centres DDR. Je commencerai cette question avec M. André Malo du SDF. C'est une question qui intéresse davantage le SDF, qui souhaite voir la question être débattue lors des sessions parlementaires, notamment cette session parlementaire, même si on sait que la crise anglophone n'est toujours pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. Alors, aujourd'hui que l'évaluation est faite, est-ce qu'on a le sentiment que avoir lancé les centres DDR était véritablement une solution à la crise anglophone? Les centres DDR ne sauraient être la solution.
c'est une solution, c'est même pas une solution. C'est quand on parle de DDR, en amont, il y a déjà un certain nombre d'actions qu'il faut pouvoir mettre en œuvre pour arriver au désarmement et à l'insertion des anciens militants dans les DDR. Et puis, dans ces centres-là, et puis, une fois dans ces centres, il faut tout un mécanisme pour pouvoir réinsérer ces militants, ces anciens combattants, rebelles et autres sécessionnistes dans la société. Mais je vous assure, c'est un fiasco. La dernière fois à Boya, ils ont carrément mis des barricades au niveau de la route. À un moment, il y a beaucoup qui partent de là parce qu'ils disent que la prise en charge est extrêmement mauvaise et tout à fait calamiteuse. Nous disons au SDF que ce gouvernement est, je pense, un gouvernement presque inhumain. Vous ne pouvez pas avoir autant de morts. On parle d'un millier de militaires tués, on parle des milliers de civils tués, on parle déjà des conflits interethniques. Vous savez que les Morodos aujourd'hui organisent carrément des ripostes et vont vers les populations. Vous savez, il y a le conflit éleveur-cultivateur qui a ressurgi et c'est attaque représailles. Bref, nous disons, si le gouvernement, après 4 ans, n'a pas pu mettre à l'ordre du jour la crise d'armée comme débat dans le champ, ça prouve de sa mauvaise foi. Ça prouve du fait que ce soit les militaires, que ce soit les civils qui meurent, ça ne dit complètement rien à ces gens. Pourquoi il faut se poser la question de savoir pourquoi? Parce que militaires comme civils, en majorité sont les enfants de pauvres qui meurent. Si c'était les enfants des pauvres du régime, on parlait de M. Koshiba en disant qu'il y aurait une redistribution de cadres. Si c'était les enfants de ceux qui mouraient, vous avez vu ce débat inscrit à l'heure du jour de l'Assemblée. Mais ce n'est pas le cas. Donc véritablement, je pense que on se dise que ce sont les Camerounais qui sont en train de mourir, que le RDP se dise même que oui, vous avez reçu votre coup politique, où on peut reprendre la majorité de sièges de conseillers municipaux, de députés au SDF dans ces zones, mais que véritablement, qu'on puisse mettre cela à l'ordre du jour pour débattre à l'Assemblée, qui est la représentation du peuple, de comment faire pour sortir véritablement de cette crise. C'est imminent. Il faut sortir de cette crise en 3 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, les modules qui ont été mis en route au sein des centres DDR, évalués, ont-ils porté des fruits? Avant de revenir sur le cas des centres DDR, il faut d'abord interroger la genèse de cette crise. Comment est-ce que la crise naît? Juste la genèse, c'est exactement lié à la genèse de la crise. Pourquoi est-ce que ces gars ont pris des armes? S'ils ont déposé aujourd'hui, ça veut dire que dans leur tête, ils n'étaient pas ambazoniens, ils étaient camerounais. C'est pour ça que je veux faire une pirouette sur la genèse de la crise. Cette crise naît de la malgouvernance. Cette crise naît des revendications sociales. Cette crise naît de tous les problèmes dont tout le Cameroun subit aujourd'hui, tous les Camerounais subissent aujourd'hui. Donc, lorsque des gars qui ont pris des armes se sont mis à combattre, on pourrait les rappeler les rebelles, pas des sécessionnistes, parce que moi je suis contre le sécessionnisme sous toutes les formes. Lorsque ces gars prennent des armes et puis on pense que bon, il y a quelque chose qui est fait en face, il faudrait que nous déposions les armes pour pouvoir rejoindre la patrie. Lorsqu'ils déposent les armes, qu'ils arrivent encore à le centre de guerre et que tout ce qu'on leur a promis, on ne parvient pas à respecter. Vous voulez que ces gars pensent quoi? Vous voulez que ceux qui sont encore dans les champs avec les armes doivent faire comment? Ils doivent déposer pour revenir aussi, je ne pense pas qu'ils le feront. Donc, que le Premier ministre soit responsable, que le Premier ministre prenne conscience du fait que la situation devient plus qu'invivable et qu'il prenne le taureau par les cornes. Que ces centres, ces DDR-là, fasse exactement la mission qu'il a été assignée lorsque le président de la République créait. Nous avons bien accueilli cela au PCM lorsqu'il a créé cela. Mais maintenant, l'opérationnalisation revient au problème du Cameroun. Le Cameroun est mal géré. Même les DDR qui sont là pour résoudre de manière factuelle la crise sont mal gérés. Qu'est-ce que nous voulons bien? Je pense qu'il faudrait que les Camerounais comprennent qu'il est grand temps de faire partie de ce régime. Qu'est-ce qui coince avec les centres DDR? On n'arrive pas à réinsérer. Le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph John Bouté, à travers l'évaluation faite mercredi dernier, a recommandé d'accélérer les procédures pour que les ex-combattants retrouvent leur plénitude dans la société camerounaise. Qu'est-ce qui coince?
C'est vrai, c'est une vraie question. En réalité, dans cette crise, personnellement, l'État a beaucoup fait. Je pense que les choses se normalisent. Ça se normalise. Non, je ne pourrais pas. Non, on ne peut pas parler. Je demandais tout à l'heure. Mais nous avons tous ce problème-là ici. Et c'est souvent que le problème se pose. C'est le problème de l'unité du pouvoir. C'est qu'en réalité, elle fonctionne comme ça. C'est quand même il y a des gens qui sont intouchables. Dès que les décisions sont données en haut lieu, faites ceci, il y a toujours des caciques qui se retrouvent en emploi. Ils ne font pas ce qui doit être fait. Ça se résume en deux mots. C'est qu'à un moment, l'argent qui est décaissé pour certaines missions, est détourné par quelques prévaricateurs. Et c'est là le problème vient. Et on a un système où tu peux difficilement dénoncer quelqu'un qui fait mal. C'est ça, c'est pour ça que le monétisme est dangereux. Parce que les décisions ont été données. En haut lieu, on sait que tous les moyens ont été mis en place pour que les choses se fassent. Mais peut-être il y a deux ou trois malins qui sont là, qui font parce qu'ils ont fait. L'argent va ailleurs et c'est là où le problème commence. C'est un problème d'argent. L'argent, s'il n'est pas là, il est volé. Quand il dit que ça marche, c'est parce que l'argent qui a été fait pour ça n'arrive pas là où il doit arriver. Et c'est tout ce problème-là. Parce que les gens qui sont toujours au-dessus de tout, se sentent intouchables, et c'est eux qui peuvent, autant que des efforts ont été faits jusqu'à présent. C'est tout. Vous êtes là, vous parlez que le gouvernement n'a pas mis les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces jeunes-là? Doit-on véritablement les réinsérer? C'est leur demande, et c'est une demande pressante. Ils attendent d'être réinsérés dans les gros délais. À défaut, ils pourraient se retrouver à cause dans les champs. Non, mais vous savez que le problème majeur de la jeunesse au Cameroun, c'est l'absence d'emploi. Donc, les jeunes n'ont pas les emplois, tous les jeunes qui n'ont pas d'emploi, tous les gens qui n'ont pas d'emploi, le travail n'ont pas pris les armes. Non, ce que je veux dire, c'est que si on peut trouver du travail à ces jeunes, à cette partie des jeunes, c'est une bonne chose. Mais au fond, les centres de DDR, ça ne peut que produire ce qu'on voit là. Comment ça? Oui, ça ne peut que produire ce qu'on voit là, parce qu'en fait, c'est une opération de communication pour contourner le cessez-le-feu. Vous comprenez? On ne peut pas avoir les centres de DDR avant le cessez-le-feu. On arrête d'abord les armes, on met la charrue avant le bœuf. On arrête d'abord les armes, on négocie le cessez-le-feu, on le réintègre. Parce qu'en fait, ceux qui font cette opération de communication, ils savent au fond que, c'est pas très important, ils ont fait cela pour nous. Parce que les vrais gens qui sont en brousse, qui détiennent les armes, c'est eux qui font aller négocier le feu. Donc, moi, je suis pour effectivement qu'on donne du travail. Parce que c'est aussi des jeunes Camerounais qu'on leur donne du travail, mais qu'on aille véritablement vers le cessez-le-feu. Je l'ai dit, et d'entrée de jeu, c'est un drame pour toute la nation. Et ça, nous devons être tous conscients que la priorité que nous avons aujourd'hui, c'est que la guerre dans le Mozo s'arrête. Voilà, il faut que cette guerre s'arrête et le reste va aller de soi. Vous comprenez? Donc, mais si on reste là en train de faire du bluff, les gens tournent, on perd le temps. Ils disent souvent qu'ils ont le temps politique. Moi, j'étais sur un plateau tout récemment avec un responsable du RDPT qui disait que le temps politique, c'est un temps lent. Voilà, le temps politique est là. Donc, ça veut dire que ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent, ça fait 4 ans, les gens meurent, ça ne dit rien. Vous avez quelqu'un qui va devant la télé, devant les caméras pour dire qu'on ne peut pas négocier le cessez-le-feu. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il faut aller vers le cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous avez dit sur le chef du gouvernement, Dr Joseph Dion-Boutin, en même temps, en prescrivant de faire accélérer les procédures de réinsertion de ces jeunes-là? Je crois qu'il faut commencer par dire que nous sommes de ce qui nous arrive dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans les autres pays où il y a une fraction de la population qui a pris les armes, que ce soit l'ONU ou les partenaires, on a toujours demandé que ceux-là déposent les armes. Mais au Cameroun, on demande de négocier. Je reprends bien ce que j'ai dit. Dans d'autres pays qui ont ce genre de jeunes qui veulent... Arrête de on a négocié. S'il vous plaît. Après, nous allons négocier. Je sais pas ce que pourquoi vous dites on négocie. On négocie. Sauf que là-bas, c'est pas la sécession. Là-bas, c'est pas la sécession. Mais vous êtes suivi, vous avez refusé de 3 000 pour chasser les Palestiniens et de ne pas couper l'un ou l'autre.
Si dans un pays, nous sommes, si je prends l'Espagne, où nous avons une faction qui est complètement de l'autre côté, on leur a toujours dit de se... Mais au Cameroun, on demande à l'armée royale de déposer les armes. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre les armes contre un pays, contre l'armée royale. Vous allez en bourse, vous continuez à regarder ce que ces jeunes sont en train de faire, parce que vous avez en tête que vous pouvez faire la partition. Laissez-moi parler. Et que vous pouvez faire la partition du pays, quelles que soient les raisons que vous avez, quand il faut mettre les choses à la table, l'État a bien fait de faire les centres de réinsertion. Et ça, il faut le dire, et je crois que le docteur l'a dit. Maintenant, la question maintenant, c'est que on a préparé le point de chute. Il faut maintenant une technique marketing pour les amener vers ce truc. Et c'est donc ça. Et là, c'est pour ça que le centre est lié. Et le module maintenant de formation et de réinsertion, ça dépend maintenant de quel module. Parce que les enfants, vous avez dit quelque chose. Laissez-moi dire, les enfants qui sont sortis l'autre jour à Buya, s'ils ne sont pas téléguidés par des forces occultes, et que ça vient de ce qui a un problème, je parle en politique, parce qu'on peut leur demander de sortir. Ou bien, si ça vient de, ça veut dire, si vous liez parce que vous le connaissez. Non, je ne sais pas. Si maintenant ça vient de, ça veut dire que le module de formation, dans le cadre psychologique ne tient pas. Parce que le premier module de formation de ces gars est psychologique. Parce que quand de formation, dans ce centre de et puis finalement, je ne vous comprends pas le centre de formation. Finalement, je ne comprends pas. Le centre de réinsertion, c'est une école. Mais finalement, je ne vous comprends pas. C'est une école. Vous voulez réinsérer qui? Mais ce n'est pas possible. Vous êtes dans ce centre. Vous ne réservez pas un problème en amont. Vous allez attendre. C'est une école. Mais dans cette école, il y a des modules. Et c'est pour ça que je vais dire, là où je voulais arriver, c'est que si ces enfants sont sortis d'eux-mêmes, ça veut dire que les modules n'ont pas été très bien visualisés. Et dans ce cas, il faut faire très attention. Parce que dans le concept de la création des DDA, c'était formation, financement, auto-emploi. Donc il faut que vous compreniez, c'était formation, financement de la dette continue. C'est ça qu'on va exercer. Mais finalement, je il a dit que malheureusement, je ne donnerai pas 2 minutes, puisque le temps est parti au programme est pratiquement arrivé à son terme. Je ferai, si la réalisation me le permet, je pourrais faire une extraction et m'étendre sur 5 minutes, mais je ne suis pas non plus certain qu'en 5 minutes, chacun de vous pourra dire ou placer un mot. Donc je ne prendrai pas ce risque. Je n'ai pas fait 3 minutes. Non, vous avez fait 3 minutes. Par contre, je prendrai le risque de lire les SMS, ce qui me donnerait une marge de manœuvre avec la complicité de la réalisation. Bonsoir à tout le panel. Docteur Elo, je m'en soigné contre le coronavirus gratuitement. Je suis passé de manière positive en 7 jours. Donc, à l'époque négatif en 7 jours. Monsieur Aboubakar de Marois qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. Alors, pour ce présentateur, il dit je ne fais pas la promotion du vaccin chez Camerounais, puisqu'il me demande si je vais me faire vacciner. Si c'est le cas, que je n'oblige pas le Camerounais à le faire. La question était de savoir si tout le monde est prêt à aller vers le vaccin, si oui ou non. Alors, moi je ne suis pas pour le vaccin. La recommandation du ministre, c'est d'aller
d'inviter les Camerounais dans l'ensemble à se faire vacciner, parce que cela permettrait au Cameroun de pouvoir obtenir une immunité collective face au coronavirus. Mais le docteur sur le plateau nous a expliqué qu'au-delà de ce vaccin, on peut obtenir cette immunité collective au regard de notre environnement et de tout ce qu'on a comme ingrédient dans cet environnement-là. Bonsoir, sur le plateau, à propos de la session parlementaire, la question est la suivante. Est-ce qu'on démissionne en Afrique centrale, le Cameroun en particulier? Et bien non, ce ne sera tout simplement la redistribution des cartes entre les militants du Rassemblement démocratique du Cameroun, dans nous, les populations qui sont en bas. Nous attendons rien de cette session parlementaire. Toutefois, vendredi, à votre émission, il revient, c'est M. Achille Aimé qui nous dit concernant la pandémie, vraiment, d'où sort même cette maladie. Son vaccin qui est arrivé de cité, pourtant il faut beaucoup d'années pour en créer un maintenant. On nous parle de l'AstraZeneca, que le ministre prenne ce vaccin en Indovision lui-même et on fera peut-être pareil. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur qui remet tout de même en question la méthode qui est véhiculée à travers les réseaux sociaux. Bonsoir le panel, bonsoir les femmes de la télévision du monde. Chacun de nous peut accomplir le geste ou le geste fort de notre nation ou pour notre nation, pour l'avenir de nos compatriotes dans le régime nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Déjà, nous sommes suffisamment abreuvés des discours odieux de nos compatriotes de l'opposition, inlassables marchands de rêves et d'illusions qui, tels sauteurs ou sautiers, réagissent instinctivement à chaque action du gouvernement, démontrant par là leur incapacité à pouvoir apporter eux-mêmes des soutiens réels et viables au problème des populations anglophones. C'est avec cet esprit superstitieux et plein d'agressivité qui veut aller à étudier. C'est une question, c'est Saïd Abbé Sam qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le RDPC a fabriqué le SDF pour casser les positions, signer les accords d'un tripartite, mais était le premier à bénéficier de la retombée de cet accord. M. Fouzi a trahi la coalition, pourtant responsable du stade de Alex de l'Unisport lors d'un meeting de la coalition a soulevé un débat disant que celui qui aura trahi. Non, je ne vous connais pas. Ce n'est pas moi. C'est les réactions, c'est pas des questions. Non. Vous pouvez partir. Vous pouvez appeler quelqu'un qui dit quelque chose. Ne faites pas partie de l'émission. C'est pas alors, bonsoir à vous. Ces députés ne peuvent rien parce qu'ils sont tous à la mangeoire, même sur leur position. C'est des éternels mangeurs comme ceux de la RDPC. Alors, ils devraient avoir honte vis-à-vis des sujets préoccupants qui sont ceux du Cameroun. Pourtant, on ne les voit pas interagir sur ces sujets-là. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, pour ce qui est de DDR, moi, je pense précisément que la question ne devait pas se poser ainsi. Ça coince davantage parce que c'est le RDPC qui est aux commandes. C'est ce que dit le téléspectateur. Bonsoir à vous. Sur le plateau, on prend les mêmes heures aux prononces. Sont-ils véritablement responsables de la situation d'aujourd'hui? C'est une question également qui est sur le débat. Alors, on ne va pas continuer, hein, le temps est parti à ce programme 17h03 minutes. On a largement dépassé le temps. Merci à vous tous, messieurs. Merci au Dr Fauchide du RDPC. Monsieur Vémarieux du SDF, qui est parti de faire vous retrouver très souvent sur tout au clair et même sur tous les azimuts de la télévision du monde. Dr Etoker, lui, c'est un habitué des plateaux de la télévision du monde. Également Abdelaziz du PCRN et le sieur Bilan qui est parti également de Yaoundé pour le travail de cet après-midi. Merci à vous tous. Merci à ces Camerounais qui nous ont envoyé des SMS. Je sais que les sujets sont suffisamment importants et suscitent également des discussions. Même après l'émission, on pourra continuer le débat. Mais tout de même, merci à l'équipe technique qui s'est déployée ce samedi encore dans le cadre de ce programme. Prenons rendez-vous samedi prochain, si peut-être de 15 à 17h, de nouvelles thématiques, de nouveaux invités. Bon samedi, à très bientôt, au revoir.